Bonjour à tous, capsule juridique numéro 147 du 17 mars 2023. Je vais vous parler aujourd'hui des USA et de l'Autriche. Aux USA tout d'abord, le site de Children's Health Defense rapporte une très intéressante nouvelle à propos d'une procédure très particulière. Un rapport a été établi pour l'instant sous forme de projet concernant les conséquences physiologiques et ou médicales de l'exposition des enfants au fluor. Ce rapport a été établi par un programme de recherche du NTP, qui est le National Toxicology Program, d'une durée de 6 ans, pour déterminer les conséquences sur le développement neurologique et cognitif de cette exposition au fluor. Ce même fluor qui est donc mis dans l'eau par l'ajout d'ions de fluorure, ça c'est moi qui vous le précise, j'ai vérifié avant de vous dire n'importe quoi, et dans les dentifrices de façon constante depuis des décennies. Alors c'est surtout la fluoration de l'eau qui est visée dans ce rapport-ci. Dans l'article qui fait mention de cette information sur le site de Children's Health Defense, on précise notamment quant au contenu de ce rapport, je cite, « Selon son site web, le NTP a supprimé la classification dangereuse du fluorure en réponse aux commentaires formulés dans le cadre du processus d'évaluation par les pairs. Pourtant, le rapport indique ce qui suit. » Donc je cite l'article qui cite le rapport. « Notre méta-analyse confirme les résultats des méta-analyses précédentes et les étend en incluant des études plus récentes et plus précises avec des mesures d'exposition au niveau individuel. Les données confirment l'existence d'une association inverse entre l'exposition au fluorure et le QI des enfants. Les résultats étaient robustes aux stratifications par risque de biais, sexe, âge, groupe d'âge, évaluation des résultats, lieu de l'étude, moment de l'exposition et type d'exposition, y compris l'eau potable et le fluorure urinaire. Ces résultats vont à l'encontre des affirmations vides et non scientifiques que les autorités sanitaires américaines propagent depuis des années, à savoir que la fluoration de l'eau est sûre et bénéfique, a déclaré Robert Kennedy Jr., président de Children's Health Defense et principal avocat plaidant. Il est grand temps d'éliminer cette neurotoxine de notre approvisionnement en eau. Des groupes tels que l'American Dental Association ont publiquement fait pression sur le NTP pour qu'il exclue toute allégation de neurotoxicité des rapports. Selon M. Connet, au cours du procès, alors je ne sais pas qui est M. Connet, mais peu importe, l'EPA a affirmé à plusieurs reprises que les allégations de toxicité des plaignants ne pouvaient pas être vérifiées en raison de l'absence d'un examen systématique. Les documents publiés mercredi comblent donc cette lacune. Selon le rapport du NTP, donc un peu plus loin dans l'article, selon le rapport du NTP, les corpus actuels d'études expérimentales sur les animaux et de preuves mécanistes humaines ne permettent pas de clarifier l'association entre l'exposition au fluorure et les effets cognitifs ou neurodéveloppementaux sur la santé humaine. Pourtant, le résumé du rapport contredit cette déclaration en résumant les preuves qui éclairent cette conclusion, en déclarant que presque toutes les études examinées pour cette revue de la littérature ont trouvé des preuves de problèmes cognitifs ou de développement associés au fluorure. Selon le rapport, 8 des 9 études de haute qualité examinant les résultats cognitifs ou neurodéveloppementaux ont signalé des associations avec l'exposition au fluorure. Sur les 19 études de haute qualité évaluant l'association entre le fluorure et le QI des enfants, 18 ont fait état d'une association entre une exposition plus élevée au fluorure et un QI plus faible chez les enfants. 46 des 53 études de faible qualité ont également mis en évidence cette association. Fin de citation. Donc il y a d'autres précisions dans l'article, il est assez complet, je vous invite à le lire, c'est pas la peine que je vous détaille tout. Alors ce projet de rapport qui fait 1573 pages avait été dans un premier temps bloqué par le HHS, c'est-à-dire l'US Department of Health and Human Services, et le CDC. Donc ces deux administrations qui veulent manifestement notre bien, on l'a tous compris depuis 3 ans. En 2016, un groupe de 6 associations et de nombreux individus ont lancé une pétition pour mettre fin à la fluoration de l'eau aux USA, sur base de cette toxicité. Mais l'autorité compétente, l'EPA, qui est donc l'Environmental Protection Agency, a rejeté cette pétition. Une action fut donc introduite en 2017 contre cette administration devant la justice avec la même finalité. Et c'est grâce à des mails obtenus sur base de la loi sur la liberté de l'information, le fameux Freedom of Information Act dont j'ai souvent parlé, que l'origine de ce blocage avait été confirmée. Après le blocage du rapport, une association nommée Food and Water Watch a introduit donc une action contre les autorités américaines, plus précisément contre l'EPA, pour l'obliger à diffuser le rapport. Et l'article précise que dès ce moment, l'action était fondée sur des dizaines d'études et d'analyses démontrant déjà la neurotoxicité du fluor, de même d'ailleurs que sur sa dangerosité comme perturbateur endocrinien. L'EPA continuait à nier la dangerosité et continuait à nier que l'ajout de fluor dans l'eau soit nocif. En juin 2020, un procès de 7 jours a eu lieu à San Francisco, mais le juge, un certain M. Chen, a suspendu la procédure dans l'attente du rapport dont je vous parle aujourd'hui.
Ce rapport était prévu pour mai 2022, il a été retardé plusieurs fois jusqu'à ce que fin octobre 2022, ce même juge, M. Chen, décide que les parties à la procédure devaient pouvoir consulter le rapport dans sa forme non publiée. Donc à ce moment-là, il était disponible uniquement pour les parties au procès. Par contre, le rapport ne devait pas être rendu public pour le reste de la population. Donc la procédure continue et en décembre 2022, apparemment, les plaignants déposent plusieurs pièces à conviction devant le juge et notamment une version expurgée du rapport et des courriels internes, ce dont je vous parlais plus haut, qui démontrent que c'est bien le CDC notamment qui s'est opposé à la publication du rapport. Il semble que, en pratique, cette publication était essentiellement empêchée par Rachel Levine, qui est ministre dont certains connaissent sûrement le visage et qui imposait donc de ne pas le publier. Le 20 janvier dernier, le juge, le fameux M. Chen, a décidé qu'il fallait mettre fin à ces reports perpétuels et a donc ordonné que ce projet de rapport soit rendu public. La procédure va donc pouvoir se poursuivre actuellement et une audience est prévue le 11 avril prochain pour décider des étapes de la suite de la procédure. Et donc ce rapport est à présent disponible. Et l'article de Children's Health Defense en donne le lien que j'ajoute évidemment sous cette capsule. Alors si vous avez envie de le lire, prenez votre temps, il fait 1573 pages. Je sais qu'il va intéresser certains scientifiques qui sont plus compétents que moi pour se plonger là-dedans. Il me paraît pour ma part significatif que cette procédure qui dure depuis des années avance soudain juste maintenant. Et en tout état de cause, c'est à tout le moins encourageant, d'autant que ça met aussi en évidence les manœuvres du HHS et du CDC pour cacher à la population des informations qui pourtant la concernent directement. Je ne vais pas dire que je suis étonnée parce que malheureusement on voit que ça depuis 3 ans, mais c'est significatif. Quant à Rachel Levine, j'y reviendrai sans doute prochainement si je parviens à trouver la confirmation d'une information assez grave concernant cette personne. En Autriche à présent, je devrais d'ailleurs ajouter une rubrique humour juridique à ces capsules parce que là on frôle vraiment le surréaliste. Hier, au moment où je venais de terminer la capsule précédente, je tombe sur une information concernant l'Autriche. Vous savez, ce pays d'Europe archi-vacciné, où il était question pendant un moment d'imposer la vaccination à toute la population, ce qui heureusement a été vite abandonné. Dans un article du 10 mars, donc vendredi dernier, dont je mets le lien sous cette capsule, voici l'information qui était donnée. Alors je vais vous la citer, sinon on risque de ne pas me croire. Le titre de l'article était « Si vous portez un masque aujourd'hui, vous pourriez être puni dans le pire des cas ». La phrase d'intro, ce qu'on appelle le chapeau en jargon de journaliste, je cite « Après la fin de l'obligation du masque, l'ancienne interdiction de port du masque s'applique à nouveau, selon laquelle la bouche et le nez ne peuvent pas être couverts dans les espaces publics, sauf avec un certificat médical. Le ministre de la Santé, Rauch, je ne sais pas si c'est une dame ou un homme, travaille à une clarification. » Fin de citation. Et les 2 premiers paragraphes de l'article commencent comme ceci, je cite « Le corona s'est enrichi d'une bizarrerie juridique. Quiconque se promène aujourd'hui dans les rues, prend le métro, se rend à la pharmacie ou au supermarché en portant un masque et ne peut pas assurer de manière crédible qu'il se couvre la bouche et le nez en raison de la pandémie, risque d'être poursuivi par la police pour une infraction administrative. C'est en tout cas l'avis du ministère de l'Intérieur et des autorités de sécurité interrogées par le journal Kleine Zeitung. Contexte légal de cette zone d'ombre juridique. Avec la suppression de l'obligation de porter un masque, l'ancienne interdiction de se dissimuler ou de se masquer le visage redevient pleinement effective. Cette loi prévoit toutefois que l'on peut se voiler le visage pour des raisons médicales, mais il faut pour cela, selon l'interprétation du ministère de l'Intérieur, présenter un certificat médical. En d'autres termes, toute personne portant désormais un masque dans l'espace public devrait avoir sur elle un certificat médical. Celui qui ne l'a pas est punissable comme s'il traversait la rue au rouge. Fin de citation. Alors évidemment, dans la suite de l'article, on dit que c'est surréaliste, que la santé doit primer sur les règles administratives, etc. Et je vous rappelle quant à moi le contenu de la charte de Biderman. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la charte de Biderman, il ne doit pas en avoir beaucoup parce qu'on en a beaucoup parlé. Citons d'abord nos amis, et je mets amis entre guillemets, de chez Wikipédia pour rappeler ce que c'est que cette charte. Je cite. La charte de Biderman de la torture psychologique, également appelée principe de Biderman, est un tableau élaboré par le sociologue Albert Biderman en 1957 pour illustrer les méthodes de torture chinoises et coréennes sur les prisonniers de guerre américains pendant la guerre de Corée. Ce tableau répertorie 8 principes généraux et chronologiques de torture qui peuvent briser psychologiquement un individu. Fin de citation de Wikipédia. À présent, voici ce que dit cette charte. Le tableau comprend les méthodes de coercition suivantes. 1. Isoler la victime, priver la victime des soutiens et liens sociaux qui lui donneraient la capacité de résister, développer chez la victime une inquiétude intense à propos d'elle-même, rendre la victime dépendante de l'autorité. 2. Monopoliser la perception.
Fixer l'attention de la victime sur une situation difficile et urgente, forcer son introspection, éliminer les informations pouvant contredire celles de l'autorité, punir toutes les actions d'insoumission. 3. Induire l'épuisement, affaiblir la volonté de résistance, qu'elle soit physique ou mentale. 4. Présenter des menaces, cultiver l'anxiété, le stress et le désespoir. 5. Montrer des indulgences occasionnelles, procurer une motivation à respecter les ordres, à obéir et à se soumettre, empêcher également ainsi l'accoutumance aux privations imposées. 6. Démontrer la toute-puissance du pouvoir, suggérer l'inutilité et la futilité de la résistance à l'autorité. 7. Dégrader la victime, faire apparaître le prix de sa résistance comme plus dommageable que sa capitulation pour l'estime de soi, réduire la victime au niveau de la survie animale. Et 8. Exiger des actions stupides et insensées. Développer les habitudes de soumission à l'autorité, même pour des ordres totalement stupides, inutiles et infondés. Briser le libre arbitre et les capacités de jugement de la victime. Fin de citation. Alors, il a souvent été question de cette charte depuis 3 ans, et je fais référence notamment à plusieurs vidéos et au rapport très complet de maître Virginie de Arrojo-Recchia. Certains lanceurs d'alerte ont aussi fait un super travail en comparant chacun des 8 points dont je viens de vous parler de façon très très détaillée avec des tas et des tas d'exemples de la communication gouvernementale à travers le monde. Pour ma part, il y a quelques années, j'ai beaucoup lutté contre les dérives sectaires dans différents dossiers, dont certains très importants impliquant des enlèvements d'enfants emmenés dans des sectes à l'étranger. Et là, je parle de vraies sectes dangereuses, pas de celles dont l'ami Vilude tente aujourd'hui de nous faire croire qu'il s'agit de groupements sectaires. Vous voyez très bien à qui je fais référence. Et donc voilà, quand il s'agit de vraies sectes cette fois, et pas de propagande en face, c'est précisément la communication qui existe dans les sectes et l'habitude que j'en avais dans les dossiers que j'ai traités qui ont attiré mon attention dès le printemps 2020 sur le caractère anormal de la communication qu'on voyait à la télévision. Donc je connais bien cette charte de Biderman et les injonctions paradoxales en font partie et font partie de cette déstabilisation permanente. Voilà, donc je termine par une citation. Ceux qui peuvent vous faire croire en des absurdités pourront vous faire commettre des atrocités. Fin de citation, et c'est attribué à Voltaire. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle fin de semaine, et à très bientôt. Au revoir. Tenez bon, j'allais oublier. Tenez bon, salut.